Et cette liberté, le Mali la veut et la réclame d'ailleurs à cœur, à corps et à cri. Pour en parler avec nous autour de cette première thématique, Nestor Podassi, je vous retrouve depuis Ouagadougou pour évoquer avec donc cette question malienne, l'actualité liée au retrait du Mali des instances donc du G5 Sahel. J'ai l'impression Nestor, est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Alors, Nestor, bonsoir. Bonsoir. D'accord. On va rentrer de plein pied avec vous, Nestor, pour tenter de comprendre cette démarche de Bamako qui s'insurge, qui s'insurge quand même sur un certain nombre de démarches de la part des autorités de N'Djamena qui sont censées organiser notamment cette conférence qui devrait consacrer le Mali à la présidence tournante de ce G5 Sahel. Un blocus qui a donc amené les autorités de Bamako à décider donc de sortir définitivement de cette organisation sous-régionale. Votre première lecture autour de cette actualité, Nestor Podassi? Bon, moi, ma lecture par rapport à cette situation au Mali, et puis du fait que le Tchad devrait passer la main depuis le 15 février 2022, et jusqu'à présent rien n'est fait, le Tchad naturellement ne fait qu'obéir à Paris, qui est son parrain, Emmanuel Macron, qui donne des injections au G5 Sahel. Donc le G5 Sahel a été fabriqué par Paris. C'est Paris qui donne des directives à la CEDEAO. C'est la France qui donne des directives à l'UEMOA. C'est la France qui donne des injections à l'Union africaine, à la BCAO. Donc naturellement, comme ils disent que Assimi Goïta, eux ne reconnaissent pas le pouvoir de Assimi Goïta parce qu'ils disent que c'est un pouvoir illégal issu des deuxièmes coups d'État, alors que le Tchad elle-même est un pouvoir illégitime aussi issu d'un coup d'État. Donc, son papa est mort de façon tragique, tué par la France. Alors donc, c'est pour dire que le G5 Sahel n'est pas vrai. Et je pense que le Mali a eu raison de sortir. Parce que ça ne sert à rien d'aller se mettre ensemble, soit disant que c'est une coalition avec tes ennemis qui vont te broyer. C'est inutile. Donc, je pense que le Mali a raison de dire merde et de quitter cette conglomérat de sorcellerie qui est fabriqué par Paris pour tuer les Africains afin de maintenir la présence d'armées d'occupation française en Afrique et précisément dans le Sahel. Donc le Mali a raison de quitter. Parce que si février passe, mars, avril, nous sommes en mai, 4 mois. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour passer la présidence à Assimi? C'est ça le problème. Peut-être qu'ils savent que s'ils donnent la présidence à Assimi Goïta, Assimi Goïta va utiliser le G5 Sahel pour en faire une réalité, afin que le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad se mettent ensemble de façon véritable et sincère pour combattre les terroristes. Donc si les terroristes finissent dans le Sahel, la France n'a plus sa raison d'être dans le Sahel. Il faut que son armée d'occupation rentre. Donc il faut toujours diviser pour régner, dire au fils de lui de ne pas accepter. Et quand lui va refuser maintenant, on va dire que les choses traînent. G5 Sahel, ça ne fonctionne pas. Depuis 2014 que ça a été mis en place jusqu'à aujourd'hui, rien de concret sur le terrain. Donc je pense que le Mali qui a décidé de s'affranchir, le Mali qui a décidé d'être indépendant militairement, le Mali qui a décidé de prendre son indépendance, de s'émanciper, a décidé de quitter cette conglomérat de sorcellerie. Et je donne pleinement raison au Mali. Et je leur tire chapeau. Ils ont bien fait de quitter le G5 Sahel. Ça ne sert à rien d'aller se mettre avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Donc, le Mali a bien fait de quitter. Nous sommes d'accord avec les décisions. Maintenant, nous encourageons les autorités burkinabées dans les jours à venir à quitter aussi cette conglomérat de sorcellerie. Parce que nous pensons que peut-être Niger et le Tchad peuvent mieux s'entendre, mais nous, on pense que le peuple burkinabé ne veut même plus de cette G5 Sahel. On ne veut plus de l'armée française ici. Ils n'ont qu'à partir. Nous allons collaborer avec le Mali et la Russie. C'est suffisant. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor. On va d'ailleurs y revenir de fond en comble pour tenter de comprendre
eh bien, le blocus autour du caractère tournant de cette présidence du G5 Sahel, le temps pour nous d'accueillir le général, pardon, Diawara, qui nous retrouve depuis Bamako. Alors, Diawara Issa, bonsoir, merci infiniment de nous retrouver au cœur de cette édition d'Appel sur le continent. C'était déjà je dirais pas menace, mais une décision des autorités de Bamako qui avait saisi d'ailleurs le général Mahamat Idriss Déby Itno pour lui faire savoir que si jamais, eh bien, il refusait de passer la main comme cela le veut d'ailleurs l'institution G5 Sahel, eh bien, le Mali va se retirer purement et simplement du G5 Sahel, on va dire. Les autorités de Bamako ont donc allié sont allés de la parole aux actes, donc dimanche dernier, date butoir notamment dédiée à cette volonté des autorités de Bamako de sortir définitivement du G5 Sahel. À votre niveau, votre première lecture autour de cette démarche quand même assez rationnelle, mais surtout assez radicale de la part des autorités de Bamako qui veulent davantage affirmer donc leur indépendance pure et simple à tous les niveaux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, Fabrice. Bonsoir à mon frère, à mon camarade Nestor Podassé. Bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média. Donc, je salue surtout la grande communauté des commentateurs d'Afrique Média et de tous les panafricains qui nous suivent et de tous ceux qui se battent dans ce monde pour être libres. Ceci étant, vous savez, cette histoire de G5 Sahel, il faudrait l'établir dans un cadre un cadre général. Le cadre général, c'est quoi? C'est que d'un côté, vous avez un pays qui se bat pour être souverain, notamment le Mali. De l'autre côté, vous avez un pays qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée et qui a comme passé, qui est connu pour être un pays qui colonise les autres États. Donc un pays impérialiste. Vous avez un pays qui n'est pas impérialiste, qui se trouve en Afrique, qui s'est trouvé dans une situation qui n'est pas la sienne, qui longtemps a été endetté, manipulé, et qui veut aujourd'hui se réveiller, sortir du puits, sortir de l'abîme, sortir du gouffre, qui veut sortir sa tête de l'eau. De l'autre côté, vous avez un État impérialiste, colonialiste, un État qui pendant longtemps, vit au crochet des autres, appauvrit d'autres États pour s'enrichir, appauvrir d'autres États pour atteindre un seuil, en tout cas, de vie ou d'une aisance dans cette vie. Vous avez un pays qui suce des autres pays pour pouvoir survivre. Voici un peu les deux pays que nous avons en face. Dans le Mali, qui se bat, donc si nous mettons ça dans un cas général, vous allez comprendre que le retrait du Mali du G5 Sahel est juste une étape dans le processus de libération du Mali. Se débarrasser des médias français, expulser l'ambassadeur français, vouloir se faire respecter, tout ça s'inscrit dans la logique, dans le processus de la libération du Mali et dans la quête du Mali de retrouver sa souveraineté pleine, entière et de pouvoir l'exercer librement. Voici un peu le processus, le cadre général dans lequel nous sommes. Maintenant, nous sommes arrivés au point où le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Ce qui n'est pas une surprise, parce que ça a été annoncé sur Afrique Média ici. Je pense l'avoir dit il y a à peine une semaine de cela, que si la France veut justifier son ingérence au Mali par le fait d'être lié par un accord, notamment le G5 Sahel ou bien un accord quelconque, le Mali n'hésiterait pas à se retirer du G5 Sahel. Ça a été dit il y a à peine une semaine de cela. Parce que la France, suivez pourquoi le Mali a dénoncé les accords de défense ou tous les traités qu'on avait. Parce que la France s'est cachée derrière ces accords pour justifier les plus de 50 violations. Parce que quand le Mali a fait un communiqué pour dire que son espace aérien a été violé à plus de 50 reprises, le colonel français, le porte-parole de l'état-major, il est venu, par quoi il a justifié? Il dit non, cela se justifie par les accords et traités de défense que la France a avec le Mali depuis 2013-2014 et jusqu'en 2020. Mais le Mali, et cela étant dit, pas une semaine après, le Mali s'est tout de suite retiré de tous ces accords. Le Mali a dénoncé ces accords. Une façon de ne pas donner une base juridique à une présence quelconque de la France au Mali. Ça, c'était une première étape. Deuxième étape, la France a
continuent d'instrumentaliser le G5 Sahel. Donc cela ne laisse d'autre choix au Mali que de se retirer encore. Instrumentaliser le G5 Sahel comme... Regardez dans le communiqué rédigé par le gouvernement du Mali. Le gouvernement dit que les autres pays se cachent derrière la situation politique actuelle du Mali, qui est une situation interne. Chaque pays connaît des situations. Cache derrière ces situations pour justifier en tout cas la non-tenue du sommet qui doit introniser le Mali à la tête du G5 Sahel. La présence qui doit passer la présence au Mali. Mais cette même situation doit disqualifier le Tchad. Parce que le Tchad est dans cette même situation. Le Mali est d'ailleurs dans une bonne situation, une meilleure situation que le Tchad. Puisqu'au Mali, c'est une révolution. C'est le peuple qui s'est soulevé. Il y a eu répression, il y a eu beaucoup de civils qui sont tombés. L'armée a intervenu juste pour arrêter les bains de sang qui se déroulaient. Le colonel Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui n'avait jamais connu l'administration. Il était tout le temps sur les champs de bataille. Le colonel Sadio Kamara, l'actuel ministre de la Défense. Vous savez qu'en 2012, quand nous avons commencé à connaître l'invasion du Nord Mali, Sadio Kamara est de ces hommes qui sont battus pendant plus de 3 jours, jusqu'après ça être à court de munitions à la porte de Kidal. Et c'est Sadio Kamara, étant commandant d'unité, qui a exfiltré un bon nombre de militaires maliens passés par le Niger avant de rejoindre Bamako. Donc ce sont des hommes de terrain. C'est quand ça n'allait plus à Bamako qu'ils sont revenus du front pour calmer les choses, reprendre le pouvoir. Parce que ici, les civils tombaient, je sais pas, on tirait à bout portant sur les gens. Donc il faut comprendre que la situation du Mali est beaucoup plus meilleure que la situation du Tchad. Au Tchad, vous avez un fils qui a succédé à son père. Assimi Goïta n'a pas succédé à son père. Bien au contraire, il n'a pas succédé à son père. Mais au Tchad, vous avez un président qui a succédé à son père. Et qui est resté, son père était président du G5 Sahel. Quand lui, il a succédé à son père, il est redevenu président du G5 Sahel. Et là, il n'y a pas eu de problème. C'est quand le Mali doit reprendre la présidence. Et c'était clair, c'est une décision souveraine des chefs d'État. Mais depuis février, la France bloque cela. Et le Mali est tellement procédural. Le Mali qui respecte tellement les textes. Qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a écrit. Le Mali a écrit pour dénoncer ce qui se passe. Et le Mali a même donné l'ultimatum finalement au Tchad. Pour dire que jusqu'au 15 mai, si vous ne faites rien, le Mali doit suspendre sa participation. Mais voilà, vu le contexte, la situation, le Mali n'a pas fait que suspendre sa participation. Le Mali s'est retiré totalement. Donc, le Mali s'est retiré totalement de ces fameux, en tout cas de cette mise en scène du G5 Sahel. Et nous le disons, tout le monde dit G5 Sahel, c'est l'initiative de la France et autres. Mais je vous dis, il faut qu'on rectifie les choses. G5 Sahel, vous savez, c'était l'initiative du défunt président du Mali, là, Ibeka. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ibeka, qui était le pro-français, qui ne voulait pas affronter la France directement, avait jugé nécessaire qu'il faut mettre en place une force conjointe au niveau du Sahel pour contourner les agissements de la France. C'était ça. Salih Ibeka a fait recours à ses frères africains pour contourner la pression que la France avait. Je vous ai dit, la France gérait Ibeka. Quel que soit le marché du passeport et tous les autres marchés, à coup de chantage, ils avaient des dossiers contre lui. Maintenant, pour contourner la France, mais qu'est-ce que la France a fait? La France s'est réappropriée du dossier. La France est passée propriétaire du dossier. Parce que quand ils ont repris l'initiative en mai, la France a réutilisé G5 Sahel contre le Mali. Parce que l'initiative d'Ibeka, Ibeka s'est inspiré du défunt président du Mali, ATT, qui avait beaucoup soutenu Kadhafi à son époque. C'est ATT qui avait demandé une coalition africaine pour combattre le terrorisme. Puisqu'ils ont défait ATT, ils ont mis en place un groupe, une coalition de groupes terroristes djihadistes, de groupes terroristes séparatistes. On aura l'occasion d'en parler, parce que n'oubliez pas. Donc quand ils ont créé cette coalition qui a mis en mal le régime ATT, du président ATT, et qu'il y a eu un coup d'État, quand il y a eu le coup d'État, n'oubliez pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, le rappel est très important. Quand il y a eu le coup d'État, le militaire auteur du coup d'État, Amadou, le capitaine Amadou Ayassanogo à son époque, qui devait diriger la transition. La France a utilisé la CEDEAO, a mis toute la pression pour pousser ces jeunes militaires à l'époque qui n'avaient pas d'expérience
dans la gestion des affaires publiques, parce que c'est un capitaine, il ne faut pas oublier. Donc, pour pousser ces capitaines loin du pouvoir, ils l'ont éloigné. Et à l'époque, Diokounda Traoré, qui a assuré la transition, était encore au Burkina. On l'a sorti des valises, on l'a amené du Burkina pour imposer un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Donc Diokounda est revenu au pouvoir. C'est comme ça que la France a récupéré le coup d'État de 2012. Donc quand Diokounda est revenu au pouvoir, Amadou Aya, la constitution du Mali dit quoi? 40 jours, le président de la transition a l'obligation d'organiser une élection ou bien il quitte. Mais à l'époque, la France a tout fait, ils ont manœuvré pour que Diokounda reste éternellement au pouvoir. En tout cas, pour qu'il assure la transition. Et c'est ce Diokounda qui va faire venir la France. C'est lui qui va solliciter l'intervention de la France, parce que la France a activé ses terroristes pour prendre Bamako. Lancer une offensive en destination de Bamako. Or, la France avait tous les moyens de les bombarder depuis le nord. Donc, quand ils ont pris la destination de Bamako, et en ce moment, la France a commencé à faire du chantage. Le président Diokounda a écrit une première lettre. Et il faut se dire pourquoi c'est la France qui l'a appelé. Il pouvait appeler la Russie, il pouvait appeler la Chine, il pouvait appeler la Turquie, il pouvait appeler d'autres pays africains, il pouvait appeler l'Algérie. Mais pourquoi c'est la France? C'est parce que la France avait insisté pour qu'il soit là. Donc lui va demander à ce que la France revienne, vous voyez du pompier pyromane. Et la France va revenir. Quand la France revient, et à ce moment la France commence à faire quelques frappes, et dans la lettre, il a été dit tout simplement soutien aérien et un renseignement. Mais la France va venir implanter ses bases un peu partout. Et pour le contourner, bref, le président Ibeka a dit finalement il doit revenir à l'initiative du président ATT qu'il faut faire une coalition de pays africains. Et cette coalition, la France va la récupérer. Puisque le président Ibeka ne pouvait pas broncher devant la France, c'est redevenu une initiative totalement de la France. La France s'approprie de l'initiative et manipule G5 Sahel comme cela doit être. Maintenant, G5 Sahel, regardez quelle action G5 Sahel a menée. Aucune action. Pourquoi? Le budget demandé, c'est 430 millions d'euros. Mais, ils sont allés vers les Américains, demandant à ce que les Américains financent cela. Puisqu'ils n'avaient plus mobilisé que 100 millions sur les 430. Il avait un manque de 330. Le budget était déficitaire. Très déficitaire. Donald Trump, à l'époque, est très pragmatique. Il faut le reconnaître. Il demande la part à gagner. La part à gagner des Américains. Les Français avaient dit, bon écoutez, la France a sa part, comme ils ont partagé les gains de la Libye, les pétrole, les gaz. La France a son lot. Les terroristes qui ont combattu l'armée malienne, qui ont fait des zones désertiques du Mali, les Sahara, une zone de, c'est pas, un no man's land, une zone pourrie de terroristes. Donc ces gens-là ont un lot. Dans leur lot, il y a l'indépendance, ou bien il y a un État fédéral, mais il y a d'autres lots, ils ont leur part à gagner, et que l'Amérique aussi doit avoir sa part de lot. L'Amérique a dit non, tout le travail au Sahel, c'est moi qui fais le boulot. C'est moi qui fais le boulot. Donc permettez-moi de gagner le plus grand lot. Ils ont dit, la France a dit non, elle doit gagner à peu près la même chose que les Américains. C'est le partage des gains qui n'a pas marché. C'est pourquoi le G5 Sahel est devenu un enfant mort-né, un bébé mort-né. Parce que les Américains, vous savez, Donald Trump, les directeurs, ne trouvaient pas leur compte dans ce que la France faisait. Parce qu'ils ont fait détruire la Libye, mais la France, les Américains ne gagnent presque rien. Tous les avantages économiques de la Libye reviennent entre les mains des Européens. Qu'est-ce que les Américains gagnent concrètement? Vous avez Donald Trump même qui avait demandé aux Français, à tous les Européens, de fournir un peu plus d'efforts dans les dépenses de l'OTAN. Lui, il est très pragmatique. Il a demandé tout de suite, qu'est-ce que les Américains ont gagné? Ça n'a pas marché. Donc là, l'enfant était mort-né. Donc maintenant, nous sommes dans un contexte où le Mali, qui veut retrouver sa souveraineté, c'était bien que je fasse un peu la genèse de cette histoire, qui veut retrouver sa souveraineté. Le Mali, en retrouvant sa souveraineté, de l'autre côté, le Mali est en train de mettre les pieds dans les plats de la France. Comme on le dit à Bambara, Kabele qui gagne mignon là. C'est-à-dire en train de mettre du gravier dans le couscous de la France, dans les plats de la France. C'est ce qui se passe. Parce que quand le Mali est en train de s'émerger, qu'est-ce que la France perd? La France perd d'emblée les réserves de ressources naturelles du Mali. Qu'est-ce que la France perd? La France perd son pouvoir mythique, en tout cas son faux pouvoir
parce que la France était devenue un pouvoir mythique façon tout le monde craignait la France. Or, le Mali aujourd'hui est en train de mettre en nu la France. Montrer que nous n'avons pas peur de vous politiquement, économiquement et même militairement. Donc la France perd beaucoup dans cette histoire, dans ses bras de fer avec le Mali. Vous allez comprendre que ce n'est pas gratuit, que les autorités françaises, depuis que le Mali les a sommées de fermer, de se taire, jusqu'à présent, elles font moins de bruit. Les autorités françaises font moins de bruit. Donc c'est dans ça qu'il faut mettre tout cela. Et mais quand Assimi Goïta a envoyé la lettre au Tchad, mais pourquoi le Tchad n'a pas répondu à la lettre? Tout simplement parce que Macron n'a pas ordonné. Macron n'a pas ordonné à Déby Junior de répondre à la lettre du Mali. Pourquoi les autres États n'ont pas répondu à la lettre? Rien. Donc on est resté dans cette situation. Mais est-ce qu'on doit rester dans cette situation? Le résultat, c'est quoi? Le Mali se retire. Et si le Mali se retire, il y aura des conséquences. Les conséquences sont nombreuses. C'est-à-dire, dans G5 Sahel, au moins, le seul avantage qu'on avait, c'était le fait d'avoir une force conjointe, c'était d'avoir le droit de poursuite jusqu'à 50 km à l'intérieur de l'autre territoire. Aujourd'hui, tout ça, ça tombe à l'eau. Mais G5 Sahel n'a rien apporté de positif. Regardez même la Mauritanie qui accusait le Mali d'avoir tué de Mauritanie. Or, nous savons que pendant plus de 10 ans, la Mauritanie n'a pas reçu une seule attaque terroriste sur son sol. Mais pourquoi amener la Mauritanie dans le G5 Sahel? Pourquoi l'Algérie n'est pas membre du G5 Sahel? Pourquoi l'Algérie a refusé? Parce que l'Algérie a compris que l'initiative a été récupérée par la France. Et puisque l'Algérie était même menacée par les forces du G5 Sahel, regardez les bases militaires implantées au Mali, les bases de la France. Vous avez Gossi, vous avez Menaka, vous avez Kidal, vous avez Tessal. Toutes ces bases-là se trouvent aux confins des frontières algériennes. C'est à partir du Niger jusqu'à l'Algérie. C'était une façon d'encercler militairement l'Algérie. Puisque de l'autre côté, en Libye, vous avez la présence militaire turque, qui est membre de l'OTAN. Et au Niger, vous avez une base militaire, une base de drones américains. Donc, militairement, l'OTAN était en train d'encercler l'Algérie, qui peut être une alternative au gaz russe. C'est une façon d'anticiper sur la guerre qu'ils sont en train de faire avec les Russes. Mais le Mali est venu tout gâcher. Le Mali gâche la fête. Quand vous voyez les autorités françaises injurées, rompre avec tous les canaux diplomatiques, les autorités françaises qui ne parviennent plus à se maîtriser, comprenez que le Mali a gâché un plan qui est là. Un plan qui a été soigneusement élaboré. C'est un peu par ça qu'il faut expliquer. Il y a d'autres conséquences. Je pense au fur et à mesure, nous aurons le temps d'en parler. Merci. Allez, ici avant de retrouver Nestor Podasé, tout à l'heure il a semblé évoquer le comment du pourquoi la France, puisque disons-le clairement, c'est elle qui est à la manœuvre, refuse au Mali d'assurer la présidence de ce G5 Sahel. Est-ce qu'on peut avoir certaines précisions à haut niveau? Pourquoi est-ce que la France ne voudrait pas voir du Mali à la présidence du G5 Sahel? Oui, mais Fabrice, moi, personnellement, moi, je comprends la France. Hein. Je vous ai dit, les Mali et la France, nous sommes suspendus à un seul objet. Plus le Mali monte, plus la France descend. C'est comme ça, c'est un manque à gagner pour la France. Mais plus nous nous résignons, plus la France a encore plus à gagner, a plus de réserves pour nous endetter. Maintenant, quand on parle de souveraineté, il y a plusieurs piliers à la souveraineté. La souveraineté, ça commence d'abord par l'aide militaire. Je ne suis pas de ceux qui disent que l'Afrique doit se battre pour avoir d'abord à manger. Ah non! Mais vous n'aurez pas à manger, vous n'aurez pas à sécuriser votre repas si on ne sait pas que vous avez des muscles pour vous sécuriser pendant que vous mangez. Si on ne sait pas que vous pouvez veiller, vous pouvez protéger ce que vous avez comme ressources, mais n'importe quel petit voleur du quartier va vous attaquer. Mais ça c'est clair, c'est pas gratuit que les gens mettent des chiens méchants chez eux. C'est pas gratuit que les gens recrutent des vigiles, des gardiens. Donc c'est pas gratuit qu'un pays un État doit se doter d'une armée et aller à la quête de sa souveraineté. Et c'est ce que le Mali a compris. Aujourd'hui, le Mali a presque tout suspendu. La seule chose qui va aujourd'hui, c'est comment armer le Mali. Comment atteindre une suffisance, atteindre une dissuasion. Je l'ai toujours dit, je le répète, tant qu'on n'aura pas atteint une certaine dissuasion militaire face à la France, mais nous serons toujours à la merci de la France. Il faut avoir des missiles. Il faut montrer qu'on peut frapper les dispositifs sécuritaires de la France. C'est ce qu'il faut montrer d'abord. Donc, aujourd'hui, pour la France, confier le G5 Sahel au Mali, mais
c'est faire du G5 Sahel, l'expression courante au Mali ici, que je le prête à mon frère Traoré, c'est de faire du G5 Sahel le G1 Sahel. Parce que le Mali aura seul, je vous assure, que le Mali à la tête de la force conjointe du G5 Sahel, avec ses équipements aujourd'hui, le Mali poursuivra ces terroristes et va les détruire jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger. Comment empêcher cela? Il faut empêcher le Mali de s'approprier de tels outils. Parce que G5 Sahel, c'est un outil. Et un outil que la France veut garder dans ses mains. Et la France, dans son plan possible de reprendre la main au Mali. Vous voyez, il y a 2 semaines de cela, ici au Mali, nous sommes habitués de voir sur les réseaux sociaux des messages venant de l'ambassade des États-Unis au Mali. Un message qui dit qu'il y aura un tata à Bamako, et que le week-end, qui appelle les citoyens américains à la prudence. Mais depuis là, nous, on n'a rien dit. Et nous savons qu'il l'a dit, clairement, ce n'est pas caché, qu'il y a les légionnaires français ici à Bamako, de la peau noire. Et j'ai sans doute, dites-vous qu'ils sont sous surveillance. Dis-moi que moi, le Malien lambda, j'ai l'information, dites-vous qu'ils sont sous surveillance. Qu'ils tentent de passer tout simplement à l'acte, ils comprendront c'est quoi le Mali. Donc, la France a un plan aussi, ne l'oubliez pas. Quand la France discute avec vous, c'est un peu la politique du bâton et de la carotte. Elle prépare en même temps comment vous envoyer. N'oubliez pas qu'ils ont mis la pression du côté de la Côte d'Ivoire pour qu'ils se dotent de 10 hélicoptères. Pour essayer au moins d'équilibrer avec le Mali. Or, le Mali ne dévoile pas tous les équipements. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est un échantillon. Et de l'autre côté, le secrétaire général de l'ONU est allé demander au Niger et est allé lancer un appel à partir du Niger pour que tout le monde vienne investir dans l'armée nigérienne. Et après, ils vont faire tomber cette même armée dans les embuscades et les armes seront récupérées par les terroristes. Donc, il y aura le front du côté de la Côte d'Ivoire, il y aura le front du côté du Niger, des forces qui seront prépositionnées. Et ensuite, il y aura d'autres forces qui se préparent. Vous avez du côté de la Mauritanie, ils avaient créé un faux problème, qui est un État membre du G5 Sahel. Dire que des citoyens mauritaniens sont tués au Mali. Jusque-là, on a mis une commission d'enquête en place, il n'y a rien. Donc, dans son plan de contrecarrer, il y a la présence de la force conjointe, il y a déjà des militaires, il y a 3000 militaires tchadiens au Mali. Donc, ce contingent de G5 Sahel, il y a déjà des contingents qui sont déjà présents sur le territoire malien. Donc, ce sont des forces prépositionnées au Mali, sans compter les légionnaires qui sont dans Bamako. Donc, un peu partout aux alentours des autres bases militaires du Mali, il y a cette force conjointe du G5 Sahel. Une façon d'empêcher tout renfort dans Bamako. Donc, il faut les tenir et il faut les prendre en étau. Donc, le Mali a compris, le Mali s'est anticipé. C'est pourquoi il faut rompre avec G5 Sahel. Ces forces n'auront plus raison de justifier leur présence au Mali. Ce sont des forces africaines qui peuvent avoir affaire à leur opinion. Et en ce moment, ces forces-là vont se retirer du Mali. Voici ce qui est en jeu. Ce qui se passe entre le Mali et la France, c'est une guerre, M. Fabrice, qui ne dit pas son nom. C'est une guerre qui se prépare. Chacun se prépare, chacun se renforce. Et si c'est le prix à payer pour la liberté, je crois que le peuple malien est suffisamment préparé. La manifestation du 13 mai, beaucoup ont juré et les manifestants ont promis un quota de 30 000 volontaires. 30 000 volontaires pour rejoindre le front tout de suite. Si on déclenche la guerre demain matin, dites-vous demain matin, vous aurez 30 000 jeunes en renfort des forces armées maliennes. Ça, c'est ce qui a été promis. Ça a été l'une des recettes de la grande mobilisation du 13 mai. Donc, ce qui se passe entre le Mali et la France, c'est une guerre qui se prépare. Donc, la France ne veut pas permettre à l'armée malienne de se renforcer à partir du G5 Sahel. Il faut tenir le G5 Sahel comme une force en attente, déjà prépositionnée sur le territoire malien. C'est un peu cette politique. Et de l'autre côté, ils ont leurs rebelles. De la CEMAC, leurs rebelles, dont ils ont beaucoup de rebelles, qu'il faut prépositionner pour occuper les forces qui sont au nord. Et le G5 Sahel, c'est déjà à partir du centre du Mali. Donc, plus ils ont déjà quelques kamikazes qui sont dans Bamako. Nous voyons tout ça. C'est pourquoi nous sommes en train de défaire. Le Mali est en train de défaire la chaîne. Et nous avons déjà desserré le métaux auprès de notre allié militaire qui est aujourd'hui l'Algérie. Donc, ces deux blocs qui se préparent, vous avez en face deux blocs. Il ne faut pas qu'on tourne. C'est un processus de libération
tout ce à quoi nous assistons, ce ne sont que des étapes de libération. Donc, nous allons assister à d'autres épisodes. Prochaine étape, c'est l'aménagement. Merci. Allez, on va donc retrouver du côté de Ouaga notre ami Nestor Podacé. Alors, dans le communiqué qui a d'ailleurs été lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Mega, il est clairement établi que certains États membres du G5 Sahel évoquent la situation politique interne et nationale pour s'opposer à l'exercice par le Mali de la présidence du G5 Sahel. Sauf que, toujours dans le même communiqué, Nestor Podacé, aucun texte juridique de cette institution ne prévoit cette restriction-là. Il est désormais clair, comme l'a dit tout à l'heure le général Diawara, c'est à la guerre, comme à la guerre, la France fait feu de tout bois pour tenter de museler davantage le Mali, Nestor Podacé. Oui, mais bien sûr, c'est clair, puisque la France elle-même n'a jamais respecté les droits internationaux. Si la France respectait le droit, pourquoi elle est venue bombarder Kadhafi? Si quel droit la France se permet de venir bombarder Kadhafi? Si quel droit la France vient implanter ses bases militaires en Afrique, soi-disant un pays souverain? Si la France veut nous aider là, les matériels qui viennent implanter les bases avec là, ils n'ont qu'à former notre armée et puis les remettre ces matériels et puis partir. Nous avons bloqué le convoi de l'armée française ici en novembre 2021 au Burkina Faso. Si la France était sincère, pourquoi ne pas laisser ces matériels-là avec nos militaires et puis partir? D'autant plus que eux-mêmes, leur présence physique, là, on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir leur armée ici. Pourquoi? Donc c'est simple. Comme Bazoum est à la solde de Paris, Déby Fils est à la solde de Paris, la Mauritanie est à la solde, c'est simple. Ils vont leur dire simplement, bon, nous, on ne veut pas que Mali prenne la tête. C'est tout. Si la France dit aujourd'hui, donner la présidence au Mali, la France va donner, mais puisque la France sait que si Mali prend la présidence du G5 Sahel, Mali ne va pas se soumettre aux injonctions de Paris et Mali va dérouler son programme comme ça se doit pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Alors, Paris a perdu une chose. Si le Mali prend la présidence du G5 Sahel, Mali va utiliser cette position pour combattre les terroristes au Mali, au Burkina et au Niger. Et si les terroristes sont combattus, fini au Mali, fini au Niger, fini au Burkina, la France n'a plus sa raison d'être en Afrique. Donc il faut empêcher tout ça là. C'est tout. Voici la raison quoi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Si on peut aller au Tchad, c'est mieux. Sinon pour affaire de G5 Sahel là, c'est un coquille vide qui est né mort. Ça ne fera pas longue fille. Ça n'a jamais apporté rien de bon. Pour moi, le Mali a quitté. Tournons la page. Bientôt, nous allons sortir demander au Burkinabé. On a meeting même le 21 ici avec Kémy Seba pour demander le départ de l'armée française. Donc, on va profiter de parler de tout ça. La Burkina n'a qu'à quitter le G5 Sahel. Merci beaucoup. Allez, le général Diawara, je vous donne la parole parce que dans ce communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole Abdoulaye Mega, il est désormais clair. Plusieurs pairs, parlant des chefs d'État africains de cette zone, de cette organisation, de cette institution du G5 Sahel, prête justement le flanc à cette instrumentalisation de la France au communiqué, même s'il ne donne pas certaines précisions claires de ces chefs d'État qui s'opposent notamment à la gestion de la présidence de ce G5 Sahel. On a quand même des indices de ces présidents-là qui semblent véritablement jusqu'ici rouler au profit de la France, qui est quand même assez grave. C'est fait décrier par le gouvernement malien qu'il y ait des présidents au sein de cette institution qui s'opposent carrément à ce que les textes soient appliqués comme le stipule le communiqué lié à la télévision nationale. Votre micro, Diawara, votre micro ici, s'il vous plaît. Voilà. Ok, merci. Et des chefs, vous savez, il me semble que les Occidentaux aiment la comédie. Hein. Ils aiment la comédie. Ils sont très forts, ça. Ils sont très forts en comédie. Je les comprends, quoi. Je comprends quand on dit de la langue française, peut-être que c'est la langue de Molière qui n'était qu'un comédien. Je comprends, quoi. Ils tiennent beaucoup à la comédie. Ils font semblant de faire croire qu'il y a des chefs d'État qui sont opposés. Il n'y a aucun chef d'État qui n'est opposé au fond. Formellement, ils sont opposés parce qu'ils ont peur de la France.
Mais leur fond intérieur, là, ils savent ce qui se passe. Ils savent où est la vérité. Vous savez, l'être humain, chaque être humain est doté, à part ceux qui sont des déficients mentaux, là, des malades mentaux. Mais tout homme qui raisonne, là, qui a ces facultés-là, c'est discerner le mal du bien, c'est discerner le côté gauche du côté droit. Ils savent où se trouve la vérité. C'est chef d'État. On fait croire les mobiles. Les mobiles, c'est ça. C'est un prétexte. On fait croire qu'il y a des chefs d'État qui s'opposent. Et il y a des chefs d'État qui joueront ce rôle d'acteur volontiers. Oui, c'est nous qui nous opposons parce que les conditions ne sont pas favorables au Mali. Il y a une situation de politique interne. Mais on ne parle pas d'une situation politique, le G5 Sahel, on parle d'État. Y a-t-il État au Mali, oui ou non? C'est une question d'État là. C'est ce que nous devons comprendre là. Et quand on parle d'État, maintenant quand il y a État, chaque État se dote, en tout cas, des modes de gouvernance propres à lui. Est-ce que les gens ne confondent pas un État, l'État avec un gouvernement ou bien avec un pays? On dirait que les gens ne font pas la part des choses. Hein. On dirait que les Occidentaux, laquelle qui disent des conneries comme ça, ils oublient ou bien ils ne parviennent pas à distinguer les notions État, nation, gouvernement. Et ils ne parviennent pas, ce sont des notions élémentaires. Des notions élémentaires dans la politique qu'il faut maîtriser. Au Mali, il y a un État, oui ou non, il y a un État. Maintenant, cet État a quelle forme de gouvernance? Est-ce que cette forme de gouvernance convient aux Maliens, oui ou non? Oui, ça convient aux Maliens. Si ça convient aux Maliens, là, et ils traitent avec les Maliens ou bien ils traitent avec quoi? Ou bien ils sont là à voir les partis un peu sombres du Mali et ils vont exploiter cela. Les partis forts, il faut exploiter. Mais chez eux, là, il y a beaucoup de partis sombres. La réélection de Bazoum, là, il n'y a pas de gens qui ont laissé leur peau. Mais des gens qui ont manifesté à Téhéran, on vient de tuer un. Pourquoi Bazoum ne fait pas tout pour essayer de rendre justice à ces jeunes? Le Sénégal a rempli un avion de mendiants nigériens qui mendiaient au Sénégal pour le rapatrier là-bas au Niger. Pourquoi Bazoum ne fait rien pour mettre ces mendiants-là dans des situations? Au même moment, nous, on a beaucoup de mendiants nigériens, ce sont nos frères ici au Mali. On ne va jamais les ramener là-bas. Il y a cette unité entre les peuples. Mais entre eux, il comprend que lui, qui fait confiance à Macky Sall ou autre, ce sont des gens sans sentiment. Ils n'ont pas hésité à remplir un avion de Nigériens et les ramener là-bas. Ils pouvaient les mettre dans les conditions au Sénégal. Il y a quel État, il y a quelle relation entre ces gens, de laquelle la France. Donc pour vous dire qu'en réalité, au fond, dans la forme, on fait croire à une opposition de certains chefs d'État. Et ça ne marche même pas. Les mobiles évoqués, la raison évoquée, cette même raison frappe les Tchad. C'est ce qui est très bizarre dans cette histoire. C'est ça l'incohérence. C'est ce qui ne colle pas. Vous reprochez au Mali, vous dites la raison évoquée, c'est qu'au Mali, c'est un régime, en tout cas ici d'un coup d'État. Mais le Tchad qui a toujours le pouvoir, le Tchad qui garde le pouvoir, mais c'est un régime ici d'un coup d'État plus grave que le cas du Mali. Parce que là-bas, vous avez affaire à une dynastie. Une dynastie, c'est encore mieux, c'est même une monarchie. C'est très clair. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ou qu'est-ce que les gens ne veulent pas voir? Mais tout est clair. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les choses sont claires là. La raison évoquée pour écarter le Mali, la même raison fait que le Tchad est toujours à la présence du G5 Sahel. C'est le Mali dérange. Le Mali dérange. Mais si le Mali dérange, il faudra voir le Mali dérange qui? C'est là la question. C'est pourquoi dans le communiqué du Mali, il est clair et ça a été évoqué que le G5 Sahel, c'est une puissance extra-régionale. Une puissance qui est au dehors de l'Afrique, qui n'est pas en Afrique, qui est en train de manipuler tout ça. Il fallait le dire. Vous savez, en son temps, nos chefs d'État africains, beaucoup de révolutionnaires avaient pour habitude de masquer un peu, de cacher les mots. Mais dans la communication du Mali, c'est la communication directe, elle est frontale. On ne tourne pas autour du pot. Nous appelons le chat par son nom. Un chat, c'est un chat. Nous n'avons pas besoin de dire que c'est l'animal qui miaule. Nous l'appelons chat. Il n'y a pas une autre façon. On n'a pas besoin de dire que c'est le carnivore domestique de la maison. Non, le chat, c'est le chat. Le mal ici, là, c'est la France. Si le Mali dérange, le Mali ne dérange jamais le Niger. Ça fait combien de siècles, de millénaires d'années que nous sommes ensemble?
Nous avons appartenu à un même passé. Nous avons les mêmes peuples. Le Mali ne va pas déranger le Burkina. Et les Burkinabés, nous, là, nous sommes frères. Quand j'arrive au Burkina, je suis tellement bien accueilli. C'est de même que quand nos frères burkinabés sont ici, nous, on n'a pas de problème. Nous avons des problèmes avec qui? Avec celui qui, de l'autre côté, a mis en place un système, pour nous, pour piller l'Afrique. Et qui comprend que la destruction de son système, c'est du manque à gagner pour lui. Et si la France a du manque à gagner, qu'est-ce qui va se passer? Les fonctionnaires français seront dans la rue. Les jeunes au chômage, le taux de chômage va exploser. Il faut voir les conséquences de la perte des intérêts français en Afrique sur le sol français, dans les territoires français. Ça va leur tomber. C'est comme si vous crachez à l'air là que ça vous retombe sur les nez. Il y aura des chômeurs français qui vont prendre la rue. Ils n'auront plus les moyens de subventionner tous leurs programmes sociaux. Ceux qu'ils appellent clandestins auront toutes les raisons de quitter d'eux-mêmes l'Europe pour revenir en Afrique. Et en ce moment, en Afrique, là, les Français vont venir ici. Nous allons leur donner des papiers de séjour. Puisque là-bas, ça ne va pas. Leur sous-sol là n'a rien. Ils n'auront pas du pétrole. Ils vont acheter l'essence à 4 €. 4 €, ils vont acheter l'essence à cela. Puisqu'ils n'auront plus de quoi financer leur programme. Ce que nos frères vont chercher là-bas, là, c'est le 1 millième de ceux qui sont en train de nous voler. Et puis là-bas, ils ne vont pas chercher le bac à deux, ils travaillent. Et quand ils travaillent là, ils enrichissent la France. Parce que ce sont eux qui payent beaucoup plus les impôts, les taxes et toute autre chose. Donc, conclusion, moi, ce que je vais dire dans cette histoire, comprenez qu'il y a un bras de fer, il y a une guerre entre le Mali et la France qui a commencé. Comme toute guerre, il y a toujours des préalables qu'il faut écarter. C'est comme quand ils ont voulu combattre la Russie. Vous avez vu depuis les années 2011, il fallait d'abord casser Kadhafi, il fallait détruire d'abord la Syrie, il faut détruire d'abord ses alliés, il faut mettre l'Iran sous embargo, il fallait mettre le Venezuela, couper l'économie vénézuélienne, il faut asphyxier le Venezuela. Ils ont d'abord commencé à taper tout autour de la Russie avant de l'atteindre. Et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, il faut armer, il faut continuer 40 milliards de dollars à l'Ukraine. Il faut épuiser toutes les forces de la Russie en Ukraine avant qu'on l'atteigne directement. Et c'est ce qui se passe un peu au Mali. Il faut d'abord affaiblir le Mali au niveau du G5 Sahel. Il faut l'affaiblir au niveau des Niémois. Il faut l'affaiblir au niveau de la CEDEAO. Et nous, Maliens aussi, dans les préparatifs de cette guerre, nous disons qu'il faut chasser la France d'abord du territoire malien. Il faut avoir des missiles capables d'atteindre toutes les bases de la France en Afrique. Et il faut avoir des moyens pour pouvoir atteindre la France au-delà du Mali. Il faut couper les réservoirs financiers de la France au Mali et en Afrique. C'est ce qui se passe. Donc c'est une confrontation. Le G5 Sahel n'est qu'une étape. D'autres étapes vont venir. Et je vous le dis, les négociations qui se passent du côté d'Accra actuellement entre le Mali et la CEDEAO, il y a le dossier français, je sais qui nous fait durer dans ça. Parce que la CEDEAO tient à ce que le Mali puisse accepter l'ambassade de la France, accepter faire certaines concessions envers la France. Et là, nous disons non. Sinon, si c'est une négociation de chronogramme, mais à 3 minutes, on en a fini. À 16 mois, non, de 16 mois, bon, vous avez dit 24 mois. Non, on vient à 20 mois, bien on va à 18 mois, c'est fini. Pour ça, on n'a pas besoin de faire déplacer une équipe. Ce qui se passe, c'est plutôt, les négociations portent plutôt sur comment concéder certaines choses à la France. C'est ce qui fait durer les négociations entre le Mali et la CEDEAO. Et ce qui se passe au Ghana, ce n'est pas des négociations entre le Mali et la CEDEAO, mais c'est des négociations indirectes entre la France et le Mali. Puisque le Mali refuse de discuter avec la France. Donc la CEDEAO, avec qui nous avons une communauté économique, c'est elle qui s'ingère. C'est cette guerre économique qui est faite au Mali. C'est un peu cela, donc, pour vous répondre, il n'y a pas de chef d'État qui s'oppose dans le fond, mais dans la forme, ce sont des gens qui sont en mission. Comprenez que chaque chef d'État qui s'oppose, ce sont des chefs d'État qui sont mis en place par la France. Tout le monde sait que Bazoum n'a pas été élu. C'est une élection truquée, volée. Merci. Donc il doit tout à la France. Tous ces chefs d'État qui s'opposent là, ce sont des pions de la France. Point barre.
Merci à vous, Général Issa Diawara. Et nous, on va cette fois-là ouvrir l'antenne aux téléspectateurs. On vous reviendra aux côtés de Nestor Podacé pour évoquer clairement et proprement les conséquences donc, qui vont suivre pour ce qui est de cette institution. Est-ce qu'elle va définitivement disparaître? Si oui, on en saura l'occasion pour nous d'ouvrir le standard. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Nous vous écoutons, bienvenue. Issa, merci pour ton analyse. Merci beaucoup. Et je salue aussi Nestor, je salue les techniciens, je salue tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Nous vous saluons avec beaucoup de respect. Issa a vraiment décortiqué beaucoup de choses. Et c'est ça. Et Issa, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas de concession à faire avec la France. Quel que soit ce qu'elle manigance à travers ces crabes qu'elle a déposés en Afrique comme président, et qui sont soumis aux ordres à leurs ordres, n'avons rien à écouter de ceux-là. C'est des perdus. Ne les écoutez pas. Marchez droit, tête haute, comme des guerriers. Et c'est ça. Il n'y a pas de concession. La France est un pays voleur, un pays violeur. Et ça, ce que je veux seulement dire à ton niveau, porter un peu à ton niveau, c'est que ne disons pas que la France a des intérêts en Afrique. La France est un pays voleur, un violeur. Quand on attrape un voleur, on lui arrache ce qu'il a de nous voler. On ne dit pas que c'est son intérêt. Ne dites pas que la France a des intérêts en Afrique. Est-ce que la France fait frontière avec les pays africains? Non. Quel est ce droit que la France a pour intervenir chaque fois en Afrique? Comprenez? Ne sont plus des sous-hommes. Alors, rectifiez, s'il vous plaît, rectifiez cela. Rectifiez cela dans nos pensées. La France n'a aucun intérêt en Afrique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous serons en mesure, le Mali, nous encourageons le Mali à demeurer ferme. Les 3000 soldats que vous avez dit, c'est peu. Nous sommes tous à l'écoute. À lancer seulement l'appel. S'il y a possibilité, vous allez voir, parce que nous voulons que la France soit libérée de cette violeur de la France et les Américains qui pillent l'Afrique, qui tuent les Africains. Soyez courageux pour le dire. Alors, donc, ne laissez pas de concession à faire. Le deuxième sujet et le deuxième point que je vais aborder, c'est pour parler aux Européens. Nous disons aux pays européens de ne pas suivre la France. La France est en train de les inviter dans une sauce pour être mangée par les Africains. Laissez la France être seule, être humiliée en Afrique. Vos soi-disant communautés européennes, ne suivez pas la France en Afrique. Si vous la supportez en Afrique, vous serez humiliés vous aussi. Laissez la France être humiliée, payer les dettes qu'elle doit à l'Afrique. Elle sera humiliée, je dis bien. La France sera humiliée parce que c'est une injustice et elle doit être réparée divinement. Le troisième point, c'est les généraux tchadiens. Vous, les généraux tchadiens, vous aviez été à l'ancienne école du colon pour écouter ce que le colon dit. Mais aujourd'hui, sachez que l'Afrique doit retrouver sa dignité, sa personnalité. Cessez de coopérer avec la France. Retrouvez votre pays comme votre propriété. Vous êtes capable de diriger votre pays sans la France. Vous devez éduquer la France, chasser la France du Tchad et laisser la jeune génération qui a le sang pour pouvoir récupérer ce qui a été volé à leurs aïeux. Laissez-les avancer, ne les intimidez pas. Sinon, comment la France va vous commander de pouvoir semer la zizanie entre les pays africains, en particulier le Mali. Et vous allez accepter. Non, n'acceptez pas. Bazoum, va en France, si tu veux, demeurer français, va en France et laissez le Niger au Nigérien. Nous sommes tous la même population dans la sous-région. Il n'y a pas de différence. On vous a suffisamment écouté autour de cette question. On va donner la parole à notre appelant au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Votre contribution autour de la thématique. Nous vous accueillons. Oui, bonsoir Fabrice Mbou. Bonsoir Afrique Média et bonsoir tous les techniciens et tous les téléspectateurs d'Afrique Média. La France
on la connaît. C'est un État terroriste. Elle l'a démontré à suffisance. Elle continue de le démontrer chaque jour que Dieu fait, avec des dirigeants vraiment voyous. Et ils ne tardent même pas à faire des déclarations même de guerre. Et maintenant, il y a un autre État qui se dévoile de plus en plus avec la guerre en Ukraine. Les États-Unis, qui disent que ils mettent en garde tout dirigeant africain, tout chef d'État et tout homme d'affaires qui va continuer à œuvrer pour l'influence russe en Afrique, ils les mettent en garde. Mais comment ça s'appelle? C'est du terrorisme aussi. Voilà des pays qui depuis longtemps ont continué, d'après on parlait de droits de l'homme, on parlait de respect, de demonstration of crazy depuis longtemps, et il y a des Africains qui écoutaient ces gens-là. Il y a des Africains qui prenaient ces gens-là comme leurs maîtres. Voilà aujourd'hui le vrai visage à la faveur de la guerre en Ukraine. On a demandé à nos chefs d'État, à un moment donné, d'être proactifs, au moins d'anticiper les choses. Parce que la guerre qui se déroule en Europe, là, en Ukraine, c'est l'avenir aussi de l'Afrique qui se joue. De prendre des responsabilités. Depuis longtemps, on avait demandé de sortir de la CPI, cette merde-là. Personne n'a franchi le pas, à part le chef d'État burundais, que je salue au passage. Ensuite, on a parlé de sortir de cette monnaie nazie du franc CFA, avec des spécialistes qui ont démontré que le franc CFA plombe vos économies. Personne n'a franchi le pas. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, voilà que les États-Unis sortent et menacent ouvertement tous les chefs d'État africains. Et bon, moi je pense que avec la guerre là, certains chefs d'État allaient sortir et puis se prononcer. Mais sachez que l'esclavage là c'est terminé. Dites aux Américains que l'esclavage est terminé. On a collaboré 60 ans. 60 ans après, l'Afrique est derrière le monde entier. L'Afrique est en retard, économiquement, politiquement, tous les plans l'Afrique est en retard. Et dites aux Américains que leur collaboration, nous n'en avons pas besoin et qu'on a découvert avec le temps que c'est des États terroristes. C'est eux qui soutiennent des rébellions ici. On n'a plus rien à apporter. Ils n'ont plus rien à apporter aux Africains. Les Africains n'attendent plus rien de ces gens-là. Nous voulons d'autres partenaires. Et Dieu merci, le président Poutine, que je salue, qui est l'espoir de toute une Afrique, nous soutenons le président Poutine. Je disais honneur et gloire au président Poutine, parce qu'il est l'espoir de l'Afrique. Que ceux qui disent que non, on ne doit pas faire de lui un héros, on ne doit pas mettre notre espoir en un homme. Si, on va le faire, puisqu'il y a des gens qui mettent leur espoir aux Américains, qui mettent leur espoir aux Français. Nous soutenons la Russie, et la Russie est notre avenir. Elle l'a démontré avec le Mali, avec la Centrafrique, avec la Syrie, avec plein de pays. Nous soutenons Poutine. Il est temps, cette génération-là n'acceptera plus jamais cette collaboration qui nous nuit, qui est nuisible avec les Occidentaux, avec la France, avec les États-Unis. Nous n'en voulons plus. L'Afrique a assez souffert. Cette génération n'en veut plus. Et il faut que nos chefs d'État le disent à leurs maîtres occidentaux, leurs maîtres, comment on appelle ça, les esclaves là, les esclaves américains, les esclaves français, que les Africains ont ouvert les yeux. On ne veut plus d'eux. Leur collaboration, leur coopération nous est nuisible. Et ça n'a rien apporté à l'Afrique. Nous n'en voulons plus. Je vous remercie. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard. Un troisième appelant. Bonsoir, bienvenue. Votre contribution. Merci de vous présenter. Bonsoir, monsieur Dom. C'est monsieur Kwebo. Dites-moi, nous vous écoutons. Je voudrais saluer tous ces combattants qui sont vos invités aujourd'hui. Et je voudrais en particulier adresser mes chaleureuses salutations à mon frère Podassé pour toutes les actions qu'ils sont en train de mener pour mettre le gouvernement burkinabé sur le droit chemin. Cela dit, monsieur Dom, vos invités ont tout dit, et surtout les deux personnes qui ont parlé avant moi. Il nous faut être proactifs, car nous sommes en guerre. Ce qui se passe en Ukraine là, c'est juste un alibi pour envahir l'Afrique. Parce que les Européens
les Occidentaux veulent attaquer l'Afrique. Ils cherchent un bon alibi. Et le meilleur alibi qu'ils ont trouvé, c'est de dire un puissant État peut attaquer un autre État, envahir un autre État sans que le monde entier ne dise rien. Et ils vont utiliser l'Ukraine comme l'argument principal pour fondre sur l'Afrique. Donc, préparons-nous. C'est pour ça que je suis d'accord avec la dame tout à l'heure quand elle parlait de proactivité. Parce que, monsieur Fabrindo, moi je me rappelle, vous avez fait une émission lorsque sur l'histoire de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. On a vu comment les Français sont venus attaquer, tuer des Ivoiriens, attaquer la présidence de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire était en retard. C'est à cette époque que les Bégoudés voulaient recruter des jeunes pour aller se former. Mais il était tard. Il était tard. Le président Laurent Gbagbo avait fait 2 erreurs tactiques. La première erreur, il avait choisi les Biélorusses, qui ne sont pas des Russes. C'est pas une puissance. Donc, deuxième erreur qu'il avait faite, c'est qu'il n'avait pas préparé, il avait préparé la jeunesse psychologiquement, mais pas militairement. Donc, si le Mali aujourd'hui et la RCA veulent éviter de se faire prendre par surprise, ils ont déjà évité le premier piège, qui est de choisir les Ukrainiens ou la Biélorusse. Non, ils ont choisi la Russie, car c'est une puissance. Maintenant, le deuxième piège, c'est d'avoir les jeunes prêts. Il ne faut pas que nous... J'ai entendu un de vos intervenants dire que on a promis 30 000 jeunes formés. Non, 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 il ne faut pas promettre. Formation militaire obligatoire pour tous les jeunes. Ils travaillent le matin, l'après-midi, ils sont en formation militaire. Avec ça, le terrain sera miné, c'est-à-dire que tout Français qui va atterrir au Mali va atterrir directement sur un soldat malien. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne met pas ce parapluie-là pour leur dire que ici, sur notre territoire, on va faire de nos territoires vos tombeaux, ils viendront nous attaquer. C'est tout ce que je voudrais vraiment rappeler, cette petite étape de l'histoire pour dire que nous sommes en train de recommencer, mais la même chose qui s'était passée en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, il faut que le Mali soit prêt. Ils ont déjà fait, je crois, 70% du travail. Mais les 30% qui manquent là peuvent faire énormément de dégâts. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, monsieur Fabrice Ndom. Les Russes ne vont pas venir mourir pour nous. Ils peuvent nous armer, ils peuvent nous apporter leur soutien. Mais c'est nous qui devons nous battre. Nous sommes allés sauver la France des mains de l'Allemagne. Pourquoi nous ne pouvons pas nous battre pour nous-mêmes? Donc j'appelle le président Goïta, j'appelle monsieur Choguel Maïga de mettre les jeunes immédiatement en formation militaire à mi-temps pour ne pas casser l'économie malienne. Voilà ce que je souhaitais dire. Bonne soirée à vous. Merci à vous, monsieur Kwebo, pour votre contribution. Est-ce qu'on a un dernier appelant? Oui, mon cher ami journaliste, merci de m'avoir. Mon nom c'est André, j'appelle des États-Unis. Je voudrais vous remercier et remercier tous vos invités. Alors, ce que j'aimerais rappeler très rapidement à vos invités, c'est que ils ont fait de très bonnes analyses, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis le doigt sur le point central, je vais dire. Problème. Est-ce que la France fait partie du G5 Sahel? La réponse c'est non. Vous devez savoir qu'après la création du G5 Sahel, ils ont aussi créé ce qu'ils ont appelé, je crois, la force conjointe. C'est dans cette force conjointe-là que c'est à cette force conjointe que la France participe, entre autres armées. Alors, si le porte-parole du gouvernement malien dit que le Mali se retire du G5 Sahel, ça veut dire que le Mali ne s'adresse pas à la France pour autant que la France ne fait pas partie du G5 Sahel. On est d'accord. Très bien. Maintenant, si le Tchad, qui a la présidence tournante du G5 Sahel, refuse de passer la main au Mali, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on évoque le nom de la France. Donc, Debbie Ron, je ne suis pas en train de dire que la France n'est pas en train de manœuvrer sous main. Mais nous devons regarder, si on doit être honnête, on doit regarder non seulement nos ennemis lointains, que sont la France et autres, mais il faut aussi regarder nos ennemis proches. Et en parlant de nos ennemis proches, j'insiste toujours, le Tchad de Mahamat Déby Itno est un très grand ennemi, notamment pour les Africains et pour le Mali. Pourquoi est-ce que Mahamat Déby Itno n'a pas passé la main au Mali? Les gens nous diront, la France a fait pression sur lui. Très bien.
Mais si la France est capable de faire pression sur Mamadou Déby Itno et que celui-ci, il cède, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être à la présidence du Tchad. La preuve, la France fait aussi pression sur Goïta, mais Goïta n'a jamais cédé. Première chose. Deuxième chose, si on dit non, la France n'a pas fait pression sur lui, mais c'est lui-même qui a refusé de passer la main au Mali. Ça veut dire que ce monsieur que vous appelez Mamadou Déby Itno n'est pas un panafricain, comme le disent beaucoup de personnes qui viennent sur le plateau d'Afrique Média. Donc c'est ce qu'il faut dire. Le Mali est en train de s'employer pour dégager la France sur son territoire, mais il faut savoir que la France est en train de passer par derrière pour utiliser certains pays, certains présidents pour continuer de nuire à l'Afrique et de nuire au Mali. Et parmi ces présidents, il y a le laquais, le nègre de maison, la marionnette qui constitue Mamadou Déby Itno. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Des gens ont manifesté au Mali contre la présence de la France. Ça a été bien passé. Mais des gens ont manifesté au Tchad contre la présence de la France. Mamadou Déby Itno les a matés. Pourquoi est-ce que nous continuons de tourner autour du pot en ne doigtant pas du doigt qui sont ceux qui sont nos ennemis en Afrique? Le Niger de Bazoum, tout le monde en parle. Mais pourquoi ne parlez-vous pas de Mamadou Déby Itno qui, en Afrique centrale, est en train de semer des troubles là-bas? Pourquoi ne faites pas ça? C'est des vérités que nous devons commencer par dire et ne pas avoir peur de le dire. On s'en fout de ce qui peut arriver. Mais il faut commencer par dire que si les gens luttent contre la France et que la France est un ennemi commun, un ennemi lointain, il y a le loup dans la bergerie. Et ces loups-là, il y a Bazoum au Niger, mais il y a surtout Mamadou Déby Itno au Tchad qu'il faut déloger. Moi, c'est la vérité que je veux dire et je suis vraiment écœuré quand j'entends des gens venir sur le plateau d'Afrique Média et continuer de soutenir ce monsieur-là qui est au Tchad en le qualifiant de panafricain. Moi, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Amon-Ré. Merci bien, très cher Amon-Ré, pour votre contribution et nous vous rassurons d'ailleurs que nos invités n'ont de cesse de décrypter avec beaucoup de précision l'actualité tchadienne. D'ailleurs, on en parle dans un court moment. Le temps pour nous de refermer le standard et vous donner la parole, je crois, 1 minute 30 de temps de parole, monsieur, pour tenter de brosser véritablement la problématique mise en question en débat ce soir, celle des conséquences rapidement. On va rester avec la première thématique pour tenter de sortir Joël. Alors, Nestor Podassé, rapidement, à votre niveau, quelles peuvent être les conséquences donc après le retrait du Mali de ce G5 Sahel? Pour moi, la conséquence, elle est positive en faveur du peuple africain. Parce que depuis longtemps, nous les panafricains, on avait dit qu'on ne voulait plus de cette fantoche des Barkhane, Takuba, MINUSMA, les forces françaises, G5 Sahel, et la CEDEAO qui vient de verser son visage, sa face le 9 janvier 2022. Si le Mali quitte aujourd'hui le G5 Sahel, pour nous, c'est un ouf de soulagement, c'est une victoire d'étape. Maintenant, les conséquences néfastes, ça n'engage que les initiateurs des G5 Sahel, puisque l'initiative venait de Paris. Et nous, les panafricains, ça renforce notre position. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans le jeu des dupes. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans la mascarade, dans la manipulation. Ça, c'est clair. Donc, ça va encore fragiliser le G5 Sahel. Et au Burkina, nous allons pousser nos autorités à quitter. Si le Burkina quitte, le G5 Sahel est fini. Voilà. Donc, le Mali vient de donner un coup de massue important au G5 Sahel. Si le Burkina quitte, le Mali quitte, les G5 Sahel, peut-être, ils vont opérer au Niger et puis au Tchad. Sinon, ici, ils n'ont plus de place. Et les Tchadiens sont debout. Avant-hier, le 14, ils sont sortis. Le 28, ils vont sortir encore. Donc, peut-être c'est au Niger qu'ils vont se replier. Et j'ai confiance que le peuple voyant du Niger vont se lever. Donc, le G5 Sahel est mort. On est en train de creuser sa tombe. Bientôt, c'est pour l'enterrer définitivement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, les panafricanistes. On va détruire le G5 Sahel. Et maintenant, chasser le MINUSMA du Mali tout complètement. Et puis les bases militaires du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Et l'Afrique aura son indépendance totale. Merci beaucoup. Général Issa Diawara, nous vous donnons la parole pour, avec vous sortir en 1 minute 30 si possible, pour brosser véritablement les conséquences donc du retrait définitif du Mali au sein du G5 Sahel. Permettez-moi de saluer le président Assimi Goïta
qui hier a été à la tombe, qui a été à la tombe du président Modibo Keïta, qui a été rendre un vibrant hommage au premier président, et cela a son symbole. Ça veut dire ça, parce que le président Modibo Keïta, c'est le père de l'indépendance du Mali. C'est lui qui avait refusé à la France de garder une seule base au Mali, même pas un seul militaire. Il a refusé, la France a tout fait. Et c'est lui, le président Modibo Keïta, qui s'était retiré du CFA et il avait créé les francs maliens. Donc il a failli qu'on organise son assassinat, qu'on le dégage le pouvoir ensuite pour amener le Mali dans le CFA et dans tous ces niveaux. Maintenant, ceci étant, après tout cela, première conséquence, c'est que le Mali ne perd pas dans la force, la force conjointe du G5 Sahel. Il y a un appel là qui a parlé de ça. Vous savez, dans G5 Sahel, il y a différentes instances. Il y a cette conférence des chefs d'État qui devient d'emblée les premiers responsables des opérations. Mais vous avez aussi des secrétariats exécutifs et vous avez la force conjointe qui est gérée par les chefs d'état-major des différents pays. Maintenant, d'emblée, quand le Mali se retire, parce que le Mali se retire de toutes les instances du G5 Sahel, donc ça montre que le Mali ne fait plus partie de la force conjointe. Et si le Mali ne fait plus partie de cette force conjointe, ça veut dire qu'aucun militaire ne doit plus être au Mali, sur le territoire malien, prétextant être membre du G5 Sahel. Donc, c'est une façon. Et première conséquence, les autres militaires vont quitter directement le territoire malien. Les militaires qui obéissent aux ordres de la France. Et ensuite, deuxième conséquence, c'est quoi? C'est que ces États de la CEDEAO perdent les droits de poursuite. Les droits de poursuite qu'ils avaient, ils pouvaient pénétrer sur le territoire malien au nom du G5 Sahel. Ça, c'est fini. S'ils tentent de franchir la frontière, ils sont considérés comme une force ennemie. Une force ennemie. Donc, ils perdent ces droits. Troisième conséquence, c'est quoi? C'est que la France perd un outil, une pénétration qu'elle avait faite au cœur du Mali. C'est-à-dire que c'était des forces prépositionnées déjà sur le territoire malien qui devaient servir un jour peut-être les intérêts de la France. Parce que n'oubliez pas, le G5 Sahel de sa création, il n'y a qu'une seule opération militaire. L'opération s'appelle Haoubi. Et l'opération Haoubi demandait à ceux qui crient sur tous les toits là, que le Mali ne fera pas partie, n'aura pas la présence. Que l'opération Haoubi là a tué comme des terroristes. Aucun, rien. Une opération militaire sans aucun terroriste tué. C'est ça, l'opération Haoubi du G5 Sahel. Donc G5 Sahel, rien. La moindre des choses, c'était que chacun, au moins, des pays qui servent de base arrière des terroristes, pouvaient au moins empêcher des terroristes de venir attaquer le Mali. Donc, résultat, rien. Ça dit, il n'y a pas de résultat. Quoi. G5 Sahel, il n'y a pas de résultat. G5 Sahel allait servir d'autres intérêts. Donc, solution encore, conséquence encore, le Mali a désorganisé les dispositifs militaires avancés de la France. C'est carrément désorganisé. Et ensuite, n'oubliez pas, le chef d'état-major du Mali a fait un séjour au Rwanda avant l'annonce du retrait du G5 Sahel. Ça veut dire que le Mali va directement vers des relations bilatérales, d'État à État. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec les Rwandais? Nous ne reportons pas que les Rwandais sont alliés aux Américains ou aux Israéliens. Savoir militairement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ce qui nous intéresse. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, le chef d'état-major du Mali était au Rwanda. Donc, coïncidence ou autre. Donc, ça aussi, c'est un message qu'il faut voir. Donc, les conséquences sont nombreuses. Mais tout de suite, ça gêne beaucoup plus la France qui a beaucoup à perdre. Et un appelant que j'apprécie beaucoup, qui a parlé, qui a dit que la France n'a pas des intérêts. Non, j'ai utilisé leur largo contre eux-mêmes. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que leurs intérêts sont menacés en Afrique et autres. Sinon, nous sommes des peuples souverains. Nous sommes pas ce sont eux qui ont bâti leur civilisation autour du matériel. Nous, notre civilisation, c'est autour de l'humanisme. Comment aider mon voisin? Il y a des ce sont tes voisins qui vont creuser la tombe, qui font tout le travail. Ils vous aident même à pleurer les défunts. Ça, c'est notre civilisation. Comment savoir vivre ensemble. Comment vivre en société. Mais leur civilisation, c'est le matériel. Vous avez un cas chez vous, vous payez tout, vous réglez la facture du début à la fin. Chez nous, c'est pas comme ça. Donc, ce sont eux qui traitent l'Afrique de leurs intérêts. Donc, c'est une façon, c'est un peu péjoratif. Il faut les avoir dans leurs mots. Sinon, bien au contraire, nous ne sommes pas leurs intérêts. Et je suis convaincu qu'à ce rythme, un jour, les Français, les Occidentaux viendront migrer ici. Parce que quand ils vont finir avec Poutine là, quand Poutine va finir avec eux là, les restants là, ils vont venir nous trouver ici en Afrique. Donc, nous nous tenons simplement à l'écart de tout ce qui se passe. Continuons à nous battre pour l'Afrique.
Nous, l'Afrique, nous avons notre réalité à nous. Ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, c'est Dieu qui est en train d'aider l'Afrique. Dieu est en train de faire notre combat. Saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion. Nous ne sommes pas des maudits, comme ils font croire. Beaucoup de prophètes là sont venus de l'Afrique. Mais ça, c'est notre débat. Nous ferons peut-être un jour un débat qui va porter sur les grandes civilisations. Beaucoup de ces prophètes-là sont venus de l'Afrique. Beaucoup étaient des Noirs. Tout a été falsifié. Et aujourd'hui, les choses sont en train de revenir normalement. Et tout va revenir à l'ordre. Tout va rentrer à l'ordre. Donc, ils comprendront que même les pèlerinages religieux, ils finiront par venir les faire en Afrique. Parce que tout ce que vous cherchez comme les brillantes époques pour l'humanité se trouve ici en Afrique. Vous voulez les grandes choses pour l'humanité, l'identité même des grandes civilisations, c'est en Afrique. Mais puisqu'il y a l'européen centrisme, c'est que les philosophes, la façon dont les philosophes appellent, tout ramener à l'Europe, d'accord, nous les observons. Mais aujourd'hui, ils sont victimes de leur propre progrès. C'est leur civilisation, ils sont en train de connaître leur propre déclin. Et de leur déclin, ils veulent se noyer avec nous. Parce qu'on dit, quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Mais il y a un appelant qui a parlé qui, est-ce que la France a été indexée directement? C'est vrai, nous connaissons. Nous savons c'est qui les Tchad. Mais ce n'est pas du Mali que nous envoyons une lettre peut-être directement au peuple tchadien, aux généraux, aux jeunes officiers, pas des généraux tchadiens, de prendre leur destin en main. Ils doivent comprendre, le message est là. Nous sommes en train de démystifier la France. Qu'ils comprennent ce qu'ils prennent comme Dieu. Ce que leurs autorités prennent comme Dieu, le Mali, au Mali, il est traité comme Satan. Il n'a rien. Un Satan sans pouvoir. Un lion qui n'a plus de dents, qui n'a plus de griffes. Il est expulsé. Si là-bas la France, les autorités comptent sur la France pour les sauver des rebelles ou bien des putsch, ici nous dégageons la France pour être libres. Donc ils comprennent qu'il n'y a rien. Et le proverbe que je vais dire à mon frère, on dit si vous voulez défier l'enfant là, il faut gifler les pères. Si vous voulez défier l'enfant, giflez les pères. Et je crois qu'il comprendra ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous faisons face à la France pour démystifier la France, asseoir notre souveraineté et permettre aux peuples africains qui ont des marionnettes de la France de se débarrasser tout simplement de leurs marionnettes. Ce qui se joue au Mali, c'est la bataille pour la libération de l'Afrique. Et que chacun développe des mécanismes pour arriver à cela. Qu'est-ce que les différents pays, les Africains peuvent apporter au Mali comme contribution? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qui peut travailler avec quel syndicat? Qui peut travailler avec, je ne sais pas, quelle association? Qui peut travailler avec quelle ONG qui soit patriotique, qui soit panafricaine, qui puisse aider à retourner les choses? Les jeunes officiers qui sont là, les Assimi Goïta, ils sont jeunes, ils vont s'inspirer forcément du cas du Mali. C'est pourquoi la France met tout en œuvre pour les éliminer, tout comme ils avaient éliminé Thomas Sankara pour éviter le fait de contagion. Mais nous avons anticipé. Notre révolution ne se limite pas au Mali. Assimi Goïta, ils ne savent pas. Ce n'est pas la Légion étrangère française déguisée qu'ils déploient leur bâton de Légion étrangère. Nous les mettons au défi, ils ne peuvent rien face aux forces spéciales qui entourent le colonel Assimi Goïta. Nous sommes résolus de mourir, ça ne pas ce que ça veut dire. Le peuple malien est résolu, déterminé. C'est la bataille. Et dans tous les discours des officiels africains du Mali, on parle de la libération d'Afrique. Et même quand son Excellence Ablaye Diop, le ministre Ablaye Diop, répondait à une question des journalistes français sur que la France disait avoir perdu 58 hommes ou 57 hommes au Mali. Mais il a dit les Africains aussi sont morts là-bas. Il n'a pas dit que les Maliens. Nous défendons partout l'Afrique dans tous les discours officiels. Et c'est pourquoi le Mali, nous sommes fiers de voir tous les peuples d'Afrique nous soutenir. Mais la meilleure façon de nous soutenir encore, aidez vos pays, aidez vos États à se débarrasser des marionnettes, des laquais qui sont à la tête des États, en tout cas qui servent les intérêts, en tout cas les intérêts français. Aidez-nous à se débarrasser de ces gens. C'est la meilleure aide que le Mali attend aujourd'hui. Que chacun nettoie, chacun balaye dans la cour de sa maison. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de balayeurs aujourd'hui qui nous aident à balayer la cour malienne, mais aidons d'autres balais pour balayer la cour d'autres États. Si 4-5 États rejoignent la position du Mali, c'est fini pour la France. On parlera même plus de la France. Dans 12 mois ou dans 24 mois, la France serait dépassée. Et je suis convaincu qu'il y a des jeunes officiers influents
qui peuvent bien gérer les affaires politiques, qui peuvent bien mener. Quand les gens sortent de ça que la France dit, hein, les militaires doivent rester dans la caserne, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des citoyens, mais ce n'est pas vrai. Si la France est dans cet état-là, c'est parce que les militaires là, se sont impliqués. C'est parce que l'ère de Gaulle, là, il s'est assumé. C'est parce que l'ère de Gaulle là, n'a pas hésité à mettre Pétain dehors. Il faut voir leur propre histoire. Lisez dans leur histoire, ce ne sont pas les politiques qui ont fait la France, ce sont des militaires. Et tous les grandes personnalités de l'histoire de la France, à commencer par Napoléon. Général Issa Diawara, malheureusement, on n'est pris par les contraintes de temps. On vous a très bien suivi. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition d'Appel sur le continent. Certainement sur la question malienne de nous, on n'aura pas eu le temps d'évoquer le cas, c'est-à-dire on y reviendra très certainement demain avec la dextérité du directeur des programmes qui nous permettra très certainement de revenir autour de cette grogne populaire du côté de N'Djamena où les populations s'offusquent davantage en tout cas de l'ingérence de la France sur les questions de souveraineté de ce pays frère. On y reviendra très cher monsieur dans nos prochaines éditions de débat sur la télévision panafricaine. Très bonne soirée à vous général Issa Diawara, Nestor Podassé. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Juste après moi, c'est le grand journal, un exercice de Christelle Wandi qui est déjà dans le couloir. Très bonne suite de programme sur Afrique Média.